Bonjour. Karl Marx, Le Capital, livre 3, le processus d'ensemble du capital. Marx l'intitule Le capital fructifiant, transformation de la plus-value en profit. Interruption due à sa maladie et de son activité au sein de l'Internationale ouvrière. Nous avons pour finir l'ouvrage La lutte des classes, terme du mouvement. Le prix du travail se présente en salaire par rapport à une économie fondée sur l'esclavage. Le profit se présente comme la plus-value. Si la marchandise est vendue à sa valeur, un profit peut être réalisé qui est égal à l'excédent de sa valeur sur son coût, donc égal à la plus-value totale contenue dans la valeur de la marchandise. Profit tant que la marchandise est vendue à un prix supérieur à son coût de production. La limite minimale du prix de vente d'une marchandise est donnée par son coût de production. Dans ses romans, Balzac est toujours remarquable par son intelligence profonde de la réalité. Un cultivateur a la bienveillance d'un usurier et la ruine guette le pauvre paysan. Le capitaliste produit la marchandise, non pas pour elle-même, non pour sa valeur d'usage ou pour sa consommation personnelle, mais pour l'excédent de la valeur du capital consommé. La valeur contenue dans la marchandise est égale au temps de travail que nécessite sa production, partie qu'il a à payer. Le surtravail ne coûte rien au capitaliste, bien qu'il coûte du travail à l'ouvrier. Le profit est précisément cet excédent de la valeur de la marchandise sur son coût de production. La plus-value est l'excédent. Sur le capital total avancé. Pour parler comme Hegel, l'excédent détaché du taux de profit vient se réfléchir en lui-même. Surplus que le capital produit chaque année plus simplement. Mystification du processus de valorisation du capital secret de la structure intime, économie due au perfectionnement des machines et baisse du prix de l'outillage. Engels précise que la concurrence a augmenté considérablement. Les trusts veillent que les petits soient mangés par les gros. Les capitalistes, tout en se comportant en faux frères lorsqu'ils se font la concurrence, forment cependant une véritable franc-maçonnerie en face de l'ensemble de la classe ouvrière. Le profit moyen est inclus dans le prix de production. Les physiocrates l'appellent le prix nécessaire. La concurrence égalise les taux de profit des différents secteurs de production et produit ainsi un taux de profit moyen. Le système des assurances s'est développé. Les secteurs offrant plus de risques paient des primes d'assurance plus élevées, récupérant dans le prix des marchandises. Compensation du capitaliste. Augmentation du coût de la marchandise. L'habileté intervient dans les économies réalisées dans les coûts de production. Baisse tendancielle du taux de profit qui est calculé sur le total du capital investi pour une année. Un perfectionnement des méthodes favorise la production de plus-value. La surpopulation relative est manifeste dans un pays où le mode de production capitaliste est développé. L'abaissement du salaire freine la tendance à la baisse du taux de profit, productivité. L'intensification du degré d'exploitation du travail ne peut dépasser certaines limites. 2 ouvriers à 12 heures ne peuvent produire la même masse de plus-value que 24 ouvriers 2 heures, en admettant qu'ils peuvent en vivre. La véritable barrière de la production capitaliste, c'est le capital lui-même. La production est uniquement production pour le capital. Au lieu d'être moyen pour un épanouissement du processus de la vie, c'est un moyen historique de développer la puissance matérielle de la production. Le développement de la productivité est constamment surmonté par des crises. Concentration des moyens de production entre des mains peu nombreuses. Les trustees, les gérants de la société bourgeoise, empochent tous les bénéfices. Création d'un marché mondial par la puissance productive qui est immense.
Le travailleur du commerce ne produit pas directement de la plus-value. Le prix de son travail est déterminé par la valeur de sa force de travail. Le capitaliste accroît le nombre de ses employés pour réaliser plus de valeur et de profit. L'augmentation de ce travail est toujours l'effet, jamais la cause de l'augmentation de la plus-value. Un commis allemand à Londres parlant 3-4 langues pour toute opération commerciale gagnait moins qu'un mécanicien habile. La crise commence avec les ventes forcées de stocks accumulés dans le marché intérieur. Le boutiquier obéit par principe aux petits profits pour des rentrées rapides. Moins la production est développée et plus la fortune monétaire se concentre entre les mains de commerçants sous la forme de fortune marchande. La fortune marchande est la forme dominante du capital lorsque le processus de circulation est devenu indépendant des producteurs. Les profits des Vénitiens, Génois ou Hollandais ne tiraient pas leur principale plus-value de l'exportation de produits domestiques, mais du rôle d'intermédiaire dans les échanges entre des communautés au commerce peu développé. Dans la Rome antique, le capital marchand atteint à la fin de la République le plus haut degré de développement qu'il ait jamais connu, sans que l'industrie ait pourtant fait le moindre progrès. À Corinthe et en Asie mineure, le développement du commerce va de pair avec un essor prodigieux des métiers. L'histoire du déclin de la prépondérance commerciale de la Hollande est l'histoire de la subordination du capital marchand au capital industriel. Le prêteur dépense son argent comme capital. La somme des valeurs qu'il aliène à autrui est du capital. Ce capital produit un profit, l'intérêt qui doit être remboursé. Le taux d'intérêt atteint son maximum pendant les crises, quand pour pouvoir payer, il faut emprunter coûte que coûte. Quand l'argent se fait rare, c'est la dépression. Ramsay, le taux d'intérêt est déterminé par le taux de profit moyen. Les capitalistes financiers se situent face aux capitalistes industriels. L'intérêt et la plus-value rapportée par la simple propriété du capital et produite par le capital en tant que tel. Le capitaliste a le choix ou de prêter son capital à intérêt ou de l'employer lui-même productivement. Le prêteur reste en dehors du processus de reproduction du capital. Le profit d'entreprise est un salaire de direction. Les frais augmentent en surveillance. Quand les travailleurs sont répartis sur un territoire étendu, et cela proportionnellement. Aristote affirme sèchement que la domination économique ou politique impose aux détenteurs du pouvoir les fonctions de direction. Le maître fortuné abandonne l'honneur de ce tracas à un surveillant pour s'occuper lui-même de politique ou de philosophie. Pour O'Connor, c'est la nature elle-même qui a destiné le nègre à cette condition d'esclave, possédant la force et la vigueur pour travailler et lui a refusé l'intelligence de commander. Les managers sont l'âme de notre système industriel. Le travail de direction est maintenant séparé de la propriété du capital. Un chef d'orchestre ne doit nullement être le propriétaire des instruments de musique et ne s'occupe pas des salaires des musiciens. Un manager décharge de l'effort pour une rémunération modeste. Les maîtres sont des travailleurs, tout comme leurs compagnons. Engels note qu'en 1868, un fabricant en faillite est devenu le salarié de ses anciens ouvriers, car reprise par une coopérative ouvrière, et l'ancien patron fut engagé comme directeur. Dans le capital productif d'intérêt, le système capitaliste atteint la forme extrême de son aliénation et de son fétichisme. L'argent qui crée de l'argent, la valeur qui engendre de la valeur. Le capital apparaît comme une source mystérieuse, créatrice de l'intérêt, source de son propre accroissement. Le capital se révèle comme une simple chose qui produit de l'intérêt, l'argent étant vendu par son prêteur. En tant que capital monétaire, le capital est devenu une marchandise dont la vertu créatrice possède un prix déterminé exprimé par le taux courant de l'intérêt.
Ce que la croissance est aux arbres, l'enfantement de l'argent l'est au capital, ayant la forme monétaire. Le système de crédit apparaît comme le levier principal de la surproduction et de la surspéculation commerciale. Le système de crédit érige un pur et colossal système de jeu et de tripotage à un petit nombre qui exploite la richesse sociale. En période de crise, il y a contradiction, le prix baisse ainsi que les salaires, la quantité des transactions diminue et on réduit les employés. Constituer du capital fictif s'appelle capitaliser, accumulation de la richesse entre les mains des banquiers, prêteurs professionnels. Engels précise que l'extension des moyens de transport et de communication a fait du marché mondial une réalité incontestable. La masse d'argent doit être reconvertie en capital. L'accumulation traduit l'étendue de la transformation des capitalistes industriels en simples capitalistes financiers. Le grand régulateur de la vitesse de la circulation, c'est le crédit. Importation de métals précieux après la crise, quand le taux d'intérêt est bas et reflète une baisse de la production. Le système monétaire est essentiellement catholique, le système de crédit protestant. C'est la foi en la valeur monétaire qui sauve, considérée comme l'esprit immanent des marchandises. Avec l'argent, la thésaurisation fait nécessairement son apparition. Newman, le banquier, jouit de la considération de tous, tandis que l'usurier est haï et méprisé, car l'un prête aux riches et l'autre aux pauvres. Le système de crédit se développe en tant que réaction contre l'usure. La monnaie, sous forme de métaux précieux, demeure le fondement dont le système de crédit ne peut jamais se détacher. Chez Saint-Simon, le travailleur n'est pas l'ouvrier, c'est son aide, son second. Fourier rêvait de réconcilier le capital et le travail. Marx admirait le génie et le cerveau encyclopédique de Saint-Simon. Les agriculteurs sont des employés du fermier, pour qui l'agriculture n'est qu'un champ d'exploitation particulier du capital. Le règne de la liberté commence seulement à partir du moment où cesse le travail dicté par la nécessité. Il se situe par sa nature au-delà de la sphère de la production matérielle. L'empire de la nécessité n'en subsiste pas moins. C'est là que commence l'épanouissement de la puissance humaine, qui est sa propre fin, le véritable règne de la liberté qui ne peut fleurir qu'en se fondant sur ce règne de la nécessité. La réduction de la journée de travail est la condition fondamentale de cette libération. Proudhon créa la Banque du peuple en 1849 et ferma à la suite d'articles contre Louis Bonaparte. Selon Marx, la crise est un phénomène d'auto-guérison du système capitaliste. Marx imagine une utopie socialiste, règne du travail libre, du vrai loisir, phase supérieure de la société communiste, asservissement ayant disparu, épanouissement universel des individus. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Merci.